Ce que j'aimerais bien qu'on refasse, c'est un peu l'historique de ce qui s'est passé sur Mars. Donc moi, j'ai écouté quelques-unes de tes interventions et j'avais compris que il y avait beaucoup de fantasmes avant les années 70 quand on a envoyé le plus petit robot là qui faisait la taille de la boîte de chaussures et on pensait qu'il y avait des petits martiens et qu'en fait, quand on est arrivé, on s'est aperçu que non. Est-ce que ça a commencé un peu comme ça ou même est-ce qu'on peut pas revenir plus en arrière, même je sais pas si à l'Antiquité de qu'est-ce qu'on disait de Mars, si tu sais, et puis jusqu'à aujourd'hui. Je pense que le fantasme de la civilisation martienne, ça a commencé avec Cassini, qui dessinait, qui regardait Mars à la lunette, et qui dessinait, puis il voyait des structures entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et puis il a appelé ça sur ses cartes des canaux. Et alors, il est devenu toute une idée de civilisation avec des canaux d'irrigation. Et donc, il y a eu au 19e, plein de littérature un peu comme ça, de la science-fiction, quoi. Et puis, les gens fantasmaient. Alors, le début de l'exploration spatiale, c'est les missions Mariner qui font un petit survol. Mais alors, ils voient, quand on regarde les publications à Science de ça, c'est très drôle parce que on savait vraiment pas s'il y avait la vie ou pas sur Mars. Hein. Ouais. Donc, ils voient des changements de couleur avec les saisons. Et ils se demandent si c'est pas la végétation. Et voilà, s'ils avaient rien d'autre. Hein. Mm-hmm. Et après, vraiment, ce qui a tué cette idée-là, c'est les missions NASA Viking dans les années 70. Donc, c'est la période où la NASA a mis énormément d'argent. C'est l'exploration de la Lune par l'homme, mais c'est aussi, du coup, atterrir à la surface de Mars. Ouais. Chose que, par exemple, nous, Européens, on n'a pas encore fait. Mais je savais pas que c'était déjà dans les années 70. Moi, pour moi, qu'il y a déjà quelque chose qui a atterri sur Mars. Si. À cette époque-là, quoi. Ouais, ils ont réussi 2 atterrisseurs, Viking 1 et 2, à 2 endroits différents. Ouais. Et ils ont mesuré des choses très simples, la température, il fait très très froid, la pression atmosphérique, elle est très faible. Donc il n'y a pas d'eau liquide possible à la surface de Mars, il n'y a pas de champ magnétique, la surface est irradiée. Enfin, c'était un monde totalement inhospitalier. Ils ont mesuré. Ouais. Et ça a vraiment anéanti l'envie d'explorer Mars. Hein. Enfin, à court terme. Complètement, ouais. Et il a fallu attendre les années plus de 90 pour ça a commencé. Ils ont envoyé aussi des orbiteurs. Mais quand on envoie que ça des satellites en orbite, il faut du temps pour cartographier toute la surface de Mars et l'analyser. Donc, c'est pas instantané. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des anciennes rivières. Donc, il y avait peut-être des choses quand même qui s'étaient passées sur la planète. Et qu'il devait peut-être y avoir de l'eau liquide avant. Donc, on s'est commencé à se réintéresser à Mars dans les années 90, avec cette idée qu'on pouvait aussi, c'est la nouvelle génération technologique, mettre des petits engins robotisés. Et là, on a envoyé la boîte de chaussures pour une démo. Ah, d'accord, c'est en 90. C'est dans les 90, ouais. D'accord. Parce que la première, c'était juste un atterrisseur. Une sonde qui a donné quelques infos et puis il est allé, fini, quoi. En un point, ouais. En un point, qui bougeait pas, quoi. D'accord, donc c'est 90 où il y avait un petit robot qui a commencé à rouler, qui a duré 3 mois. Oui, c'est ça, il a duré 3 mois, il était téléguidé, c'était hyper long. C'était compliqué, j'imagine. Oui. Ok. Mais il a donné d'autres informations que ce qu'on savait déjà ou c'était il a mis quelques analyses en plus, c'est sûr, mais son rayon d'action était quand même limité, puis il n'avait pas des instruments, c'était une démo de mobilité avant tout. D'accord. Il a vraiment fallu attendre des années 2005, donc là on arrive à effectivement... pour faire écho à mon parcours, à la fin de ma thèse, où il y a une sonde européenne, un satellite en orbite qui découvre plein de choses, et puis 2 robots NASA identiques, mais des petits robots qui roulent, Curiosity et Opportunity, qui sont envoyés à 2 endroits, 2 antipodes de la planète Mars, 2 endroits bien différents. Mm-hmm. Et puis eux, ils vont vraiment nous apprendre plein de choses, et il y en a un, il va même vivre plus de 10 ans, être... piloté. Il n'y en avait pas un qui s'était coincé, c'est ça que j'ai vu, non? Oui, il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a la boîte à chaussures, elle s'était coincée longtemps, mais oui, il y en a un des 2 là qui s'était enseveli. Vraiment, là, si on regarde le paysage, le cauchemar des rover planeurs dans notre équipe, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui sont spécialistes de la mobilité, c'est les champs de dunes. Terrible. Ah ouais, parce que du coup, ils s'enlisent dans le sable. C'est impossible à manœuvrer. C'est très compliqué. Okay. Donc, pour se sortir de quand il s'était enseveli, il y a dans un laboratoire NASA qui s'appelle le JPL, Jet Propulsion Laboratory, dans la banlieue de Los Angeles. Il y a un petit jardin de Mars, donc un tas de sable dans lequel il y a une réplique du rover. Et puis, ils peuvent comme ça répéter les manœuvres à faire et à envoyer pour essayer de le désenliser. D'accord, donc le rover est quasiment au même endroit et puis il teste des trucs pour ensuite le répliquer.
Ah, c'est hyper intéressant. TSD Command, ouais. Ok, donc il y a eu ces deux robots-là, et ensuite il y a eu Curiosity. C'est ça. Il y a eu Curiosity en 2012. Et alors, moi, j'ai pas travaillé sur Curiosity parce que j'étais bien occupée à ce moment-là par mes 2 enfants en bas âge. Tu as pas mal Donc, de on est boulot. venu me chercher. Mhm. J'ai dit, non, ça va pas être possible parce que travailler sur une mission américaine, c'est toutes des missions américaines. Il s'était piloté depuis la banlieue de Los Angeles. Il y a 9 heures de décalage horaire. Eh ouais. Donc, on travaille beaucoup le soir. Donc, j'ai dit non, moi, à ce moment-là. Mais les Français ont beaucoup été sollicités, ont beaucoup travaillé déjà à ce moment-là sur cette mission parce que la France a livré un instrument. C'est pour ça qu'on travaille sur ces missions NASA. Parce que c'est voilà, un robot comme ça coûte à peu près 1 milliard à construire. C'est un bijou de technologie. Ça, c'est la NASA qui fait. Mais il y a une petite partie, quelques dizaines de millions, ce qui est rien à l'échelle du projet, qui sont les instruments scientifiques. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont américains. Mais si la NASA trouve plus performant, fait une collaboration avec un autre pays. Et la France, donc on a un premier instrument sur Curiosity, on en aura un autre sur la mission sur laquelle je travaille aujourd'hui, Mars 2020. Qui est fabriqué, qui est une collaboration entre l'Agence spatiale française et la NASA. Et on doit livrer un des instruments et l'opérer aussi, le piloter. Oui, le piloter, okay. C'est qu'une équipe qui fait ça. Et c'était quoi l'outil? Et alors l'outil sur Curiosity, il s'appelait ChemCam. Il faisait de la chimie. Avec pourquoi on a été pris? C'est un instrument très simple sur la tête du rover. Est-ce qu'on a la tête du rover là? Ben non, comme c'est comme c'est une image 360 prise par la tête du rover, nous n'avons pas la tête du rover, c'est normal. Ah, dommage. Donc sur la tête du rover, il y a un petit laser et il tire au laser sur les roches à 2-3 mètres. Ça crée un plasma sur la roche et avec d'autres appareils qui analysent la lumière, on analyse la composition de ce plasma, ça nous donne la composition de la roche. D'accord. Et c'est très pratique, on tire en quelques secondes. Ouais. Et donc on peut avoir comme ça instantanément de loin une composition chimique. Et ça, c'était ça fait très science-fiction qu'un laser puisse pointer pour faire du plasma en plus. Donc il faut que ça chauffe énormément. Oui, tout à fait. Et ça, les lasers, c'était savoir-faire français. Et puis on a une bonne industrie spatiale en France. Ouais, avec l'ESA, non, c'est pas ça. Non, pas forcément avec l'ESA. Vraiment, en France, on a des boîtes privées qui bossent sur des composants spatiaux. C'est toute une industrie particulière parce que tout ce qui doit décoller, ce qui vole dans le spatial, ça doit résister au décollage. Pour faire simple, c'est ça le plus compliqué, donc aux vibrations. Donc c'est des technologies et des matériaux très particuliers. Mais en France, on est assez bon dans la livraison de composants et on a une collaboration unique au monde pour fabriquer des instruments entre les laboratoires académiques qui assemblent l'instrument et puis l'industrie française qui fournit les composants. Et tout ça chapeauté par l'Agence spatiale française. Donc c'est un espèce de trio industrie, laboratoire, université, CNRS et l'Agence spatiale. Okay. Et ça, c'était suffisamment innovant et puis robuste parce que la NASA, quand elle choisit un instrument, faut qu'on soit sûr qu'il marche et qu'il sera fait. Bien sûr. Donc suffisamment de crédit pour être un partenaire fiable. Et c'était la première fois que qu'un instrument français était sélectionné sur un rover américain. Comment ça se passe pour être... est-ce que la NASA construit le robot et dit, bah voilà, il nous faut ça ici, ou est-ce que c'est des boîtes qui construisent quelque chose et qui proposent cet outil sur le rover de la NASA? Non, c'est plutôt la NASA qui va réunir des scientifiques qui vont dire quel est l'objectif scientifique, qu'est-ce qu'on veut découvrir. Ouais. Et pour découvrir ça, de quel instrument on aurait besoin. D'accord. Et après, ils font un appel. Ils font un appel d'offres. Ouais. Et c'est comme ça que les boîtes Il y a certains scientifiques qui disent, OK, il y a cet appel d'offres pour cet outil-là, on va construire une boîte pour monter ça. Exactement. C'est intéressant, OK. Et puis, c'est là qu'il y a quand même un rôle important de l'Agence spatiale française, puisque c'est celle qui va financer. Ouais. En fait, donc l'instrument français sur cette mission NASA, c'est une petite dizaine, peut-être de 30 000 euros, 40 millions d'euros qui sont financés par l'Agence spatiale française qui va payer les composants. Et ce que donne en fait l'académique, on va dire, c'est les ressources humaines. Ouais. C'est le temps de chercheur, le temps d'ingénieur dans les laboratoires. Donc c'est une collaboration
et on n'avait pas d'autres concurrents sur ce même projet. Sur des projets similaires, si. Donc on pouvait perdre complètement. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc c'est vraiment, il y a une concurrence entre plusieurs boîtes qui font ça. Puis international. International. Après, du coup, il y a des propositions norvégiennes, plusieurs américaines. D'ailleurs, ça fait toujours des histoires à la sélection. Ben, j'imagine, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu finalement pour certains pays. Et il faut aussi du coup que l'État, alors là c'était une collaboration française, donc que la France, et via son agence spatiale, s'engage à payer aussi. Donc il y a aussi d'ailleurs en amont, l'agence spatiale française, elle fait aussi le ménage des propositions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une proposition NASA qui n'est pas endossée par l'agence spatiale française. Ok. Ah oui, ça engage quand même financièrement. Ça engage beaucoup financièrement. Mais il y a beaucoup de retours pour les entrepreneurs à faire ça ou Oh oui. Puis après, dans le savoir-faire technique, oui. Ça crée. De toute façon, ça fait vivre toute une communauté d'industrie innovante, quoi. C'est vrai. Autour. Et ça, c'est réutilisé ailleurs généralement après. D'accord. Alors là, c'est un peu particulier, mais par exemple pour une mission européenne, la façon dont c'est pensé. Par exemple pour la mission ExoMars, c'est que là, il y a les pays, les ministres donc des industries spatiales se réunissent, donnent de l'argent pour cette mission. Ça fait très film. Donc, on va financer ce robot ExoMars, mais après il doit y avoir un retour dans l'industrie du dit pays à hauteur de ce qui a été donné par le pays. D'accord. Il y a quand même un vrai travail économique là-dedans. Ouais, j'imagine. Donc ça, c'est l'avant-dernier robot qui est venu sur Mars. Là, on va parler de... Donc ce robot, Curiosity, c'est bien ça. J'ai l'impression qu'il a découvert énormément de trucs. C'est quand même un robot qu'on a entendu beaucoup. Quelles sont les grandes découvertes qu'il a faites sur Mars? Ouais, il a trouvé, il est tombé dans un lac, dans un ancien lac, avec une pile de roches qui avait été formée dans ce lac, dont on a pu analyser. En fait, c'est très utile, précieux. Les sédiments qui se forment, les roches qui se forment au fond d'un lac. C'est comme un livre sur la chimie de l'époque des eaux. Donc on a appris plein de choses sur la chimie, on a pu montrer que la planète était habitable, ce qu'on appelle donc des conditions tout à fait favorables à l'émergence de la vie. Et ça a préparé, c'était vraiment l'objectif de Curiosity, c'était de savoir si Mars avait été habitable. C'est fou quand même de se dire que c'était habitable à un moment alors. Et maintenant, on essaie de comprendre si c'était habité. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est ça notre objectif suivant. Ok, donc Curiosity a montré que c'était habitable. Persévérance, comment ça s'est passé justement pour envoyer Persévérance? C'était la suite logique pour la NASA de faire un plus gros robot, donc? Eh ben, c'est pas un plus gros robot, c'est le même. En fait, c'était pour des histoires de coûts, ils ont pris le même châssis en fait. Ils ont amélioré ce qui marchait pas dans la mobilité, c'est-à-dire que les roues de Curiosity ont très vite été trouées. Oui, c'était du plastique ou c'était du... Je sais plus quel était le matériau, mais ils ont eu des problèmes. Noir, quelque chose. Et donc là, on n'a pas de problème sur Persévérance, ça a été changé, mais la structure était la même. Par contre, les instruments sont complètement différents. Parce que l'objectif de Persévérance, c'était de comprendre si la vie avait pu se développer. Donc il y avait la géologie, bien sûr, mais il y avait aussi des objectifs d'astrobiologie.